peu. Là, c'est mieux. 1, 2, 2. Et pour moi, oui. Bien, tout fonctionne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Conservatoire national des arts et métiers. Je dirais que vous avez devant vous un président heureux d'accueillir des participants que je vois nombreux, membres des associations du CNAM, des ingénieurs, des managers, des assureurs, mais aussi des écoles. J'en connais une qui est venue, l'école de Management School, et puis des dirigeants d'entreprise. Je vois aussi des experts et des coachs en activité ce soir. Parmi nous. Le Cercle national du coaching, c'est un lieu d'échange. C'est un lieu de réflexion autour de la question du coaching et plus largement des problématiques de l'entreprise liées au management humain. Le Cercle est un laboratoire d'idées. Ce soir, Gilles Corpos, que je remercie pour sa présence, nous parlera des émotions, de l'utilisation du savoir-être pour le coach, une posture et une manière d'être. Sur la plaquette de présentation du Cercle national du coaching, vous trouverez toutes les informations pour contacter l'association. Je vais vous présenter rapidement les membres de notre bureau, à commencer par notre vice-présidente, qui peut se montrer, Jenny Jo Delblon, que je remercie. Également notre trésorière, Katia Vermès. Notre secrétaire, que je vois ici, Odile Tivillier. Notre trésorier adjoint, debout, Jean-Louis Verdier. Et puis, notre secrétaire adjoint, qui peut se montrer, Christian Giraud. Vous pourrez les retrouver à la fin de la conférence, au moment du pot, au moment de cet espace de convivialité. Je vais vous dire quelques mots sur le coaching. Venant du métier de la formation dans les ressources humaines, universitaires, puis dans les entreprises, c'est tout naturellement que j'ai développé la pratique du coaching. Je dis tout naturellement, parce que j'ai envisagé dès le départ mon métier de formateur comme un artisan envisage le sien. Le travail sur les outils, c'est le socle des compétences pour le formateur. Et puis un jour, un manager rencontré dans une formation vous sollicite et vous lui prodiguez des conseils en management. Encore les outils, le savoir-faire de l'artisan. Je me suis, dans certaines situations, je me suis rendu compte qu'apporter ma solution à partir de mon diagnostic sur l'organisation pouvait s'avérer insuffisant. Quelquefois, en effet, j'ai pu constater que le conseil n'était pas opérant. Mon expérience est alors enrichie de formation. Formation au coaching, à tenir une posture singulière, à ouvrir large l'équerre en quelque sorte. Faire émerger la solution chez le coaché, en tenant compte de sa personnalité. Voilà, en quelques mots, les étapes qui m'ont conduit au coaching. Ce qui me nourrit dans le coaching, c'est de pouvoir accompagner
aujourd'hui des managers ou des dirigeants à mieux gérer leur posture, leur responsabilité, à mieux faire fonctionner les équipes. En effet, quand une équipe fonctionne mieux, c'est bénéfique pour les individus dans l'équipe, mais c'est bénéfique bien sûr aussi pour l'institution, aussi bien le collectif que l'institution. Cela permet, j'ai pu le constater, au talent de chacun à l'intérieur de l'équipe de s'épanouir. Le manager est souvent un expert dans un métier, mais le management n'a pas de lien direct avec le métier. Ça s'apprend tout simplement. Comme coach, je dirais que je cherche d'abord à comprendre où se situe le problème de mon client. Dans son contexte professionnel précis, mon savoir-faire d'artisan est au travail. J'utilise dans ce cas précis ma casquette de conseil. Les modèles conceptuels me servent à analyser la problématique de mon client. Comme coach, j'institue une relation d'écoute qui permet à mon client d'avoir une réflexion sur ses pratiques professionnelles, de prendre en compte sa situation de travail et son environnement professionnel, de faire émerger des situations, des solutions positives. Alors j'offre à mon client quoi? Cet espace tout simplement de parole. Je lui permets d'être en situation de penser, d'être créatif et d'élaborer la réponse à sa problématique. En séance de coaching, je peux reprendre ma casquette de formateur, mais pour présenter alors rapidement, en quelques minutes, un modèle ou une partie de celui-ci adapté à la situation. Mon expérience de formateur, de conseil en management me permet de tenir avec d'autant plus d'efficacité la posture de coach qui est la mienne. Ce travail s'effectue sur plusieurs mois, avec 8 ou 10 entretiens, avec une règle qui est la confidentialité. Quelles sont les questions de mes clients? Comment accroître mes capacités de leader? C'est ce que j'ai pu entendre. Comment développer mes qualités relationnelles? Comment renforcer mon esprit décisionnel? Comment optimiser mon adaptation à un environnement complexe? Comment construire un mode de management cohérent avec le positionnement du responsable, mais aussi avec les objectifs de l'employeur? La liste, évidemment, est incomplète. Le coach, dans la pratique que j'en fais, réalise cette parfaite union entre son métier de formateur, son métier de base, et l'art de déployer ce génie personnel qui lui permet de libérer la parole de son client. C'est la réunion, en quelque sorte, des arts et des métiers. Et dans cette maison, qui est le Conservatoire national des arts et des métiers, cela peut être aussi la réunion des ingénieurs et des managers. Alors, Gilles, la transition ici est toute trouvée, car tu vas nous parler des savoir-être, comme posture, comme manière d'être, pour le coach. Alors, Gilles, nous t'écoutons. À ton tour. Merci. Alors, je voudrais juste savoir si tout le monde entend là. Bon, ok. Alors, savoir-être. Comment j'en suis arrivé au savoir-être? J'ai commencé en tant qu'informaticien et au bout d'un moment, je me suis intéressé au management, à l'accompagnement et de l'accompagnement au coaching. Et puis, au fur et à mesure que j'accompagnais les managers et les dirigeants, je me suis demandé, mais j'accompagne quoi exactement? De quoi il s'agit? Et je me suis rendu compte que
ce que j'aidais à développer chez mes clients, c'était leur intelligence émotionnelle. Alors, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Et j'ai envie de démarrer par une phrase. Chaque client est un être humain, unique, complexe, en équilibre dynamique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'abord un être humain parce que on peut y accéder par la voie des émotions. C'est ce qui caractérise un être humain. Et ces émotions, elles vont lui permettre d'une part, de faire le lien avec ses pensées, et ensuite de faire le lien aussi avec ce qu'il ressent au niveau corporel. Donc l'avantage des émotions, c'est un accès direct à une base de données, une source d'information qui dépasse celle du cerveau et qui va jusqu'à la mémoire du corps. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Ensuite, cet être humain, c'est un être humain qui est unique pour le coach, puisqu'il a une histoire, et il n'en a qu'une, et il a des projets. Et c'est pour ça qu'il vient nous voir en tant que coach. Ensuite, il est complexe. Un être humain, c'est complexe. Pourquoi il est complexe? Il est complexe parce qu'il a deux logiques différentes. La première, celle que vous connaissez le mieux, celle qu'on connaît le mieux, c'est la logique cognitive. C'est ce qu'on appelle de manière classique l'intelligence, tout court. Mais depuis quelque temps est apparu un nouveau concept, le concept de l'intelligence émotionnelle. Et c'est une deuxième logique différente. Et donc, cet être humain, il va fonctionner d'une manière paradoxale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pouvoir utiliser et son intelligence cognitive et son intelligence émotionnelle pour réaliser ses projets, pour se développer, pour s'épanouir. Et il a besoin des deux. On a l'habitude d'appréhender un projet à travers notre intelligence cognitive seulement. Mais on a aussi besoin de savoir ce que nous ressentons par rapport à ce projet. Qu'est-ce qui émerge au niveau émotionnel? Et donc ces deux logiques vivent ensemble dans la réalité, mais nous ne percevons qu'un aspect, celle dite du cerveau gauche, mais il y a aussi notre intelligence qui se situe plutôt dans le cerveau droit. Et donc utiliser tout notre potentiel, c'est utiliser les deux intelligences. Et on verra que ça va encore plus loin puisqu'on parle d'intelligence multiple. Et je disais, un équilibre dynamique, ça veut dire quoi? Un client, un être humain, gère, consciemment ou inconsciemment, un équilibre entre trois niveaux. Le niveau corporel, le niveau émotionnel et le niveau cognitif. Et cet équilibre, il va le gérer entre ses peurs et ses désirs. Quand un client a un projet, s'il vient voir un coach, c'est qu'il n'a pas su résoudre le problème tout seul. Et pourtant, il a une intelligence cognitive qui est bien développée souvent, mais malheureusement, il ne va pas se servir de ses émotions. Ces émotions qui peuvent être un moteur extraordinaire, mais qui peuvent être aussi un frein. Et selon sa conception de l'intelligence émotionnelle, de ses émotions, il va l'appréhender soit avec sa logique cognitive, soit avec sa logique émotionnelle. Et les deux logiques ne fonctionnent pas de la même manière. Et c'est pour ça que ce client a besoin d'un coach. Alors, je voudrais vous parler d'un aspect qui me paraît important, intéressant, pas très novateur, hein, c'est un aspect qui a été déjà abordé, mais qui n'est pas suffisamment valorisé, c'est faire la différence entre l'individualité de notre client et sa personnalité. On a tous entendu parler de la personnalité, c'est quoi la personnalité?
Dans personnalité, il y a persona. Persona, c'est masque. Le masque, c'est la somme des expériences qui ont été enregistrées depuis notre conception. Cette somme d'expériences est normalement utilisée, dépassée, sauf si cette personne vit des traumatismes, des situations difficiles qu'il n'a pas su utiliser et qui ont été engrammées, enregistrées et qui vont venir parasiter ses projets. Si par exemple un client souhaite créer son entreprise et qu'il se trouve bloqué, il a du mal à réaliser ce projet, c'est qu'il y a un certain nombre de croyances, un certain nombre d'expériences passées qui sont venues freiner son projet. Et toutes ces croyances, tous ces conditionnements se situent dans la personnalité de l'individu, du client. Et une manière qui nous permet de nous libérer de ce système de croyances, de libérer le client du système de croyances, c'est de le voir non pas comme une base de données qui contient toutes ces croyances, mais comme un individu, une personne qui est détachée de ce système de croyances, de sa personnalité. Et du coup, il n'est plus victime, entre guillemets, de ces traumatismes. Il va pouvoir prendre du recul pour utiliser ses croyances ou ne pas les utiliser. En tout cas, il est bien au-delà de ce système de croyances. Je prends un exemple. Si je crois par exemple que pour créer une entreprise, il me faut 20 000 €. Je peux me limiter par cette croyance. Mais il y a d'autres possibilités que je peux utiliser pour éviter de me freiner à partir de cette croyance. Et donc, cette somme de croyances peut s'accumuler et m'empêcher d'atteindre le projet. Alors, donc, faire la différence entre ce que je suis et mes croyances. Je vais prendre un ou deux exemples concrets. J'ai accompagné une personne qui était dans un état dépressif et qui avait une colère après lui et qui avait du mal à sortir de cet état dépressif qui l'empêchait de réaliser ses projets, justement. Et qui était enfermé, qui ne répondait pas à toutes les invitations. Et ça a duré pendant des mois. Et puis, on s'est rencontrés, on a échangé et on a travaillé justement au niveau émotionnel. Comment on a fait? On a travaillé non pas au niveau de son système de croyances, comme on l'appréhende souvent, dans une approche plutôt analytique, mais on a travaillé directement au niveau des émotions. Et du coup, le fait d'aborder la problématique à partir de ces émotions nous a permis d'aller plus vite et d'aborder ce problème au niveau de ce qu'on appelle l'intelligence du corps. Ça a été possible parce que justement, cette personne-là n'a pas essayé de réfléchir et de comprendre le problème. On a au contraire abordé ce qu'il ressentait directement. À partir de questions, qu'est-ce que tu ressens? Et au fil des questionnements, cette personne s'est rendue compte que, comme par magie, c'est vrai que c'est assez surprenant, sa dépression avait disparu. Et donc c'est vrai que c'est étonnant, et on se dit mais comment c'est possible? Parce que par une approche classique, on sait très bien, tous ici, que sortir d'une dépression, ça demande un travail sur
6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus. Alors comment c'est possible? C'est possible parce que on s'est rendu compte, et certains travaux par exemple de David Servan-Schreiber en parlent, on s'est rendu compte que notre intelligence émotionnelle se situait aussi au niveau du corps. Et que une situation traumatisante, c'est ce qu'avait vécu mon client, va générer physiologiquement une rupture de certains synapses. Et ce qui reliait les synapses à ce souvenir. Et donc du coup, il y avait comme un dysfonctionnement cérébral. Et en abordant la problématique de manière analytique à partir du cerveau, on ne pouvait pas résoudre le problème puisque cette zone qui était touchée par le traumatisme ne fonctionnait plus. Il n'y avait plus de lien entre les cellules nerveuses. Vous savez, quand une personne vit un traumatisme grave, un accident par exemple, elle a du mal à se rappeler de cet accident. Plus c'est difficile, plus elle a du mal à se rappeler. Pourquoi? Tout simplement parce que physiquement, il y a une rupture qui se fait dans le cerveau qui protège la personne pour éviter une souffrance trop forte. Donc c'est un fonctionnement qui est normal. Mais cette rupture se fait au niveau du cerveau. Se fait au niveau du cerveau, donc de l'aspect cognitif. Mais si on aborde à travers les émotions, vous savez bien que les émotions sont ancrées dans le corps. Et donc on peut, en passant directement par cette intelligence du corps, on peut l'appeler intelligence émotionnelle, intelligence du corps, peu importe, après tout, aborder une situation qui a été bloquée, qui a empêché cette personne de se réaliser, de s'épanouir, en quelques séances. Et quand j'ai vu ça, j'étais le premier surpris. Parce qu'au début, j'y croyais pas trop. Et je me disais, mais comment c'est possible? Et c'est comme ça que je l'explique. Alors, il y a d'autres exemples que je pourrais vous citer. Je ne vais pas développer. J'ai promis à Thierry de vous donner la parole rapidement. Et je pense que c'est mieux de faire comme ça. Est-ce qu'on peut donner le micro aux auditeurs de façon à ce que je puisse répondre à vos questions, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai commencé à aborder ou de façon plus générale par rapport à l'intelligence émotionnelle. Comme vous êtes un public assez disparate, différent, je sais qu'il y a des coachs ici, il y a des managers, il y a des profils très différents. Je préfère vous donner la parole et répondre au fil de l'eau à vos questions. Voilà, je pense qu'on a souvent du mal à mettre des mots sur nos émotions. D'abord, les émotions, on les refoule assez souvent. On n'a pas cette éducation à exprimer ses émotions, il y a de la pudeur. Comment faites-vous pour aider votre coaché à justement identifier l'émotion via le ressenti qu'il a à ce moment-là, pour pouvoir mettre des mots justes? C'est pas si facile. Katia Vermès, pour les présentations. Alors, comment fait-on pour mettre des mots sur nos émotions? Je vois deux manières d'appréhender nos émotions. La première, effectivement, et c'est celle que j'ai connue, comme vous probablement, c'est celle, à travers entre autres le courant de la communication non violente et d'autres courants dans ce style, qui apportent énormément, je trouve, de valeur ajoutée par rapport à la gestion, entre guillemets, de nos émotions. Et alors comment? Je disais tout à l'heure que les émotions se situaient entre la pensée et le corps. Nos émotions, moi mes émotions, quand j'essaye de mettre des mots dessus, je vais interroger
plutôt mon cerveau. Et donc je vais lui demander de quoi il s'agit. Et très rapidement, il y a des choses, des mots qui vont émerger. Ça va être la peur, ça va être la joie, ça va être... Mais c'est une étape. C'est une étape parce que, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai identifié une émotion qui se manifeste dans mon corps. Parce que, comme on disait tout à l'heure, l'émotion, elle s'enracine dans le corps. C'est à partir du corps qu'elle va se manifester. Et je viens à la deuxième manière, qui n'est pas contradictoire, d'utiliser nos émotions. Donc je peux nommer mon émotion, ça va m'aider, ça va aussi me sécuriser. Parce que tant que j'ai pas mis de mots sur mon émotion, je ne vais pas être très confortable. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas où c'est. Elle se manifeste, mais j'ai du mal à identifier à quel endroit elle se manifeste. Donc je vais mettre, entre guillemets, une étiquette sur une manifestation sensorielle. Bon, très bien. Je me sens mieux parce que j'ai pu identifier mon émotion. À partir de là, je peux me poser des questions sur, ok, j'ai cette émotion, c'est quoi mon besoin qui est derrière? Parce que le but d'identifier une émotion, c'est de savoir de quoi j'ai besoin, de répondre à mon besoin. Et donc je vais répondre à mon besoin et continuer un processus qui est décrit dans l'ouvrage, qui me permet petit à petit de gérer cette émotion à partir de la situation qui a provoqué cette émotion. Ensuite, en identifiant mon émotion, en y mettant un mot, effectivement. Et à partir de là, en m'interrogeant sur le besoin qui émerge de cette émotion, parce que si par exemple je suis triste, c'est important de savoir quel est ce besoin, en sachant que déjà identifier mon émotion va me soulager, va me faire du bien. Mais je vais aller plus loin et je vais me poser la question de savoir quel est mon besoin. Maintenant, cette approche et le processus qui suit, puisque c'est un processus qui est un peu plus long, on peut aller plus loin, jusqu'à l'action, jusqu'à la résolution du problème et l'action, peut être accéléré par une approche plus directe, comme je le disais tout à l'heure. Mettre un mot, c'est une chose, mais c'est une démarche cognitive, intellectuelle. Et je peux aussi, comme je le dis, je peux aussi l'appréhender directement. Me mettre en relation directe avec l'émotion dans mon corps. Et là, on n'est plus dans une démarche, dans une logique cognitive, et on passe dans la logique émotionnelle, dans la logique corporelle. Et le fait d'identifier cette émotion, même si je n'ai pas mis de mots dessus, va me soulager. Voilà ce que j'ai envie de répondre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Les deux approches. Les deux sont complémentaires et utiles et fonctionnels. Philoso, je voulais juste peut-être préciser, vous entendre préciser, parce que moi j'en suis capable, c'est finalement ces manifestations corporelles. Il suffit que la personne soit là, qu'elle entende, qu'elle parle, ou qu'elle intellectualise quelque chose, elle va les ressentir et elle va se sentir mieux, ou vous avez moyen de vous constater que là il s'est passé quelque chose chez votre coaché. Comment vous interrogez ce corps? Alors, comment interroger ce corps? J'ai envie de dire, en étant à l'écoute,
plutôt que d'être dans une démarche d'interrogation, de questionnement, c'est d'être plus dans une démarche d'écoute, de réceptivité. Mais quand vous courez, vous vous blessez, vous cognez contre un arbre ou quelque chose, vous avez des sensations. Vous ne pensez pas vous questionner pour savoir quelle est cette douleur. Eh bien, l'émotion, comme elle s'enracine dans le corps, c'est la même chose. C'est-à-dire que plutôt que de passer par l'intellect, vous allez la vivre directement, la sentir. Comme vous sentez une douleur quand vous cognez contre un obstacle. Exactement de la même façon. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus direct. La différence entre une sensation et une émotion, la sensation c'est un signal, une information que le corps nous donne, qui peut être agréable ou désagréable, qui peut se situer, qui peut commencer par un mal de ventre, un mal de tête, une nuque tendue, par une contraction au niveau de l'épaule, etc., etc. Ça peut être toute forme de sensation. Une émotion, c'est un complexe de sensations. C'est-à-dire qu'à partir d'une émotion, on va avoir 2, 3, 4 sensations différentes. Mais c'est la même chose. Le principe, c'est qu'il suffit d'écouter ces sensations. Et du coup, il y a comme un soulagement qui se fait comme quand on va mettre des mots sur une émotion. C'est pareil. Sauf que dans l'un, on passe par le mental, et dans l'autre, on passe par le corps. Je vais peut-être poser une question à Gilles. L'intelligence émotionnelle vient des États-Unis. C'est quelque chose qui était, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, qui existait dans le monde de l'entreprise. On gérait, on manageait avec les émotions, ensuite le process, on a tendance à gommer un petit peu les émotions dans le management. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport à des équipes, qu'est-ce que travailler sur l'émotion dans un coaching, qu'est-ce que ça apporte au manager dans la gestion de son équipe? Alors, ça tombe bien parce que aujourd'hui j'ai accompagné les managers, les directeurs, pour les aider à mieux appréhender leurs émotions et mieux gérer les émotions de leurs collaborateurs. Alors, comment? La première étape que je leur ai demandé de faire, c'est de développer leur capacité d'attention. Leur capacité d'attention, non pas de ce qui se passe à l'extérieur dans un premier temps, mais de ce qui se passe à l'intérieur. Et vous savez qu'on a une capacité de perception de ce qu'il y a à l'extérieur, quand on regarde à l'extérieur, quand on entend les bruits. Mais aussi, on a une capacité kinesthésique de sentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et en tant qu'être humain, nous sommes des êtres émotionnels et nous avons une vie émotionnelle à l'intérieur du corps qu'on peut utiliser. Et un manager, comme un père de famille, comme un ami, un manager a une expérience intérieure. Alors, cette expérience intérieure, il va s'en servir pour accompagner ses collaborateurs. On a parlé beaucoup d'empathie avec Carl Rogers. L'empathie, c'est une des fonctions du manager, c'est d'être capable de sentir ce que son collaborateur vit. Si un collaborateur vit une émotion, des émotions, il est important de les prendre en compte, parce que si le manager ne prend pas en compte ces émotions, lors d'une réunion par exemple, il y a de fortes chances que cette réunion ne soit pas aussi efficace que si cette émotion n'est pas prise en compte. Vous savez bien que
une émotion qui n'est pas prise en compte va ralentir le fonctionnement cérébral, l'efficacité de la pensée. Donc, il est important qu'un manager, surtout aujourd'hui, dans une période où la complexité est de plus en plus importante, prenne en compte cette dimension émotionnelle chez ses collaborateurs. Mais pour le faire avec ses collaborateurs, il a besoin lui-même de se développer, de développer cette capacité d'attention qu'il a sur lui-même. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va muscler un sportif pour augmenter ses performances? Et bien, un manager, on va muscler ses capacités d'attention de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et du coup, en étant plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de lui, il va pouvoir non seulement lui agir de manière consciente et non plus subir ses émotions, mais aussi il va pouvoir accompagner d'une façon plus complète ses collaborateurs. Et dans leur dimension intellectuelle, bien sûr, mais aussi dans leur dimension affective. Ceci demandant, évidemment, un travail sur lui-même au départ. Parce qu'on ne peut pas accompagner une personne, les émotions d'une personne, si soi-même, on n'a pas sollicité cette aptitude. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Thierry? Tout à fait, surtout qu'il y a des réunions d'entreprise qui passent beaucoup de temps pour rien, et c'est important. Ça va. Bonsoir. Vous avez enseigné Solti. En fait, si je comprends, les émotions sont une source d'information utile pour le coaching. En fait, si il y a des freins par rapport à ce projet, donc le fait justement de verbaliser ces différentes émotions, donc plutôt les émotions, ce que j'entends, plutôt négatives, donc ça permet justement de pouvoir le faire avancer dans la construction de son projet. C'est bien ça. Complètement. Complètement. Parce que s'il vient vous voir en tant que coach, encore une fois, je le redis, c'est important, c'est parce qu'il n'a pas pu le faire tout seul. Et s'il n'a pas pu le faire tout seul, je pars de l'hypothèse qu'il y a un frein émotionnel, quelque chose qui l'empêche, qu'il n'arrive pas à voir. Et s'il n'arrive pas à le voir, ça veut dire qu'il va peut-être se servir seulement de son intelligence cognitive. Voilà sur quelle hypothèse je pars. Parce que je pense qu'il est aussi intelligent collectivement que moi, mais il ne va pas penser utiliser ou n'utilise pas suffisamment son intelligence émotionnelle, pour des raisons culturelles. Est-ce qu'on peut dire que le fait justement d'identifier ces émotions, est-ce qu'on peut dire émotion est égale à intuition? Parce que le fait justement de ressentir dans son corps les différentes émotions par rapport aux événements permet justement de pouvoir être adapté, ou est-ce que c'est... Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir des émotions erronées en fait? Des émotions erronées? Oui. Par rapport à une situation, est-ce que le fait d'avoir une lecture, parce que vous parlez de traumatisme, peut être justement lié au passé? Alors, ça me renvoie à une phrase, le corps a toujours raison. Je ne pense pas qu'il existe, qu'il puisse y avoir une émotion erronée. Pourquoi? Tout simplement parce que une émotion, c'est l'émergence d'un conflit. C'est l'émergence d'un conflit qui se situe entre notre système de croyance et notre environnement à un moment donné. Il y a comme une dissonance entre la situation que le coaché vit et son histoire. Ce que je n'ai pas dit, c'est que son système de croyance est figé, bien sûr. Un système de croyance, il n'est pas mobile, il ne s'adapte pas au changement. Il reste tel qu'il est. Et sa fonction, c'est effectivement de rester tel qu'il est. Pourquoi? Parce que il a vécu, par exemple, une expérience difficile il y a 10 ans. Il a résolu le problème d'une certaine façon. Et cette résolution va se répéter systématiquement.
Mais le contexte change. L'environnement du problème n'est plus le même. C'est là la limite du système cognitif. C'est qu'il était adapté au moment où le problème était apparu lors du traumatisme, mais il n'est pas forcément adapté à un problème qui va arriver demain. C'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu. Mais une émotion n'est jamais une erreur. Dire qu'une émotion est une erreur, c'est avoir un regard très cognitif des émotions. Vous y parlez, non? Non? Vous n'avez pas levé la main? Ah bah si, tu l'as dit. Moi, je me posais la question, en fait, si finalement, au lieu que ce soit l'émotion qui était erronée, c'était pas plutôt l'interprétation qu'on en faisait qui était erronée. Voilà. Alors oui, effectivement, tout à fait. Et là, je vous rejoins. L'interprétation. Alors c'est important ce que vous dites parce que quand on parle d'interprétation, on se situe, je le répète, au niveau cognitif. C'est la pensée qui interprète. Et une émotion, on va lui mettre un nom, un mot, un concept, on va l'étiqueter. Et on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là, c'est-à-dire interpréter l'émotion d'une certaine façon. Mais ça reste encore au niveau cognitif. Ça peut correspondre, parce que l'instrument cognitif est fin et complexe aussi. Mais il ne sait pas changer sa manière d'appréhender les choses. Donc, si j'ai une émotion, il va avoir tendance à l'appréhender d'une même façon. Hein, comme on disait tout à l'heure, j'ai une façon que j'ai apprise. Je peux apprendre d'autres manières, mais je ne peux utiliser mon émotion à partir du mental que avec ce que j'ai appris dans le passé. À moins que j'utilise ma créativité, à moins que j'utilise une autre forme d'intelligence. Donc oui, effectivement, il peut y avoir là une mauvaise interprétation de l'émotion. Et tout se joue dans l'interprétation de l'émotion. C'est pour ça que l'approche directe par le corps me paraît intéressante, parce qu'on évite peut-être, en gagnant du temps, on gagne du temps et on évite peut-être une mauvaise interprétation. Voilà. Gilles, tu peux nous parler de la situation quand tu es en vis-à-vis dans ton coaching. La situation, qu'est-ce que tu fais du transfert dans la posture du coach? C'est une question très claire sur le transfert. Alors, par rapport aux émotions. Qu'est-ce que je fais du transfert? Oui. Alors, vous êtes d'accord que le transfert, c'est une opération cognitive. Alors, je me répète, hein, mais c'est vrai que c'est important de le resituer parce que c'est ça qui donne le sens. Quand il y a un transfert, il y a une opération cognitive, c'est-à-dire que je vais considérer. Un transfert, c'est quoi? Un transfert, c'est de considérer un objet à la place d'un autre que j'ai commis dans le passé. Une personne, un objet, une situation, etc. Mais dans le transfert, je ne vois pas l'objet tel qu'il est. On est d'accord? Il y a un filtre qui m'empêche de voir la personne telle qu'elle est. Donc je vais la voir à travers mon histoire. Et donc je vais faire un transfert entre cette personne et mon père, ma mère, un parent, etc. etc. Et du coup, je ne suis pas dans la réalité quand je suis dans le transfert. Alors qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, l'idée, c'est, encore une fois, de revenir à ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est de prendre de la distance
et de faire en sorte que petit à petit, le client me voit tel que je suis, plutôt que tel qu'il projette que je suis. C'est-à-dire que, bien sûr, je peux utiliser le transfert. Si il va favoriser une certaine confiance, je vais l'utiliser pour l'accompagner et l'aider à sortir de ce transfert pour voir la réalité telle qu'elle est. Je vais prendre un exemple. J'ai accompagné une personne qui avait une difficulté avec son père. Elle était impressionnée dans une certaine situation et elle a toujours été impressionnée par son père. Et on a fait une expérience, un travail émotionnel, une séance, ou 2 séances, et elle m'a dit, c'est marrant parce que je ne vois plus mon père de la même façon. Alors, on peut avoir du transfert. C'est-à-dire que avant, elle voyait son père à travers quelque chose qui lui faisait peur. Mais elle ne voyait pas son père en fait. Elle voyait l'histoire qui s'est passée avec son père telle qu'elle s'est passée dans le passé. Et ce travail émotionnel qu'on a fait lui a permis de voir son père tel qu'il était, c'est-à-dire comme un être humain. Et du coup, de ne plus faire de transfert ou de projection après, de ne plus en tout cas voir cette personne telle que son histoire, son cognitif lui imposait de la voir, mais telle qu'elle était vraiment. Et du coup, sa peur a disparu. Voilà, j'ai une manière d'illustrer, je ne sais pas si ça répond à tes questions. Dans quel autre domaine on pourrait par exemple utiliser l'intelligence émotionnelle? Par exemple, moi je vous le dis en formation, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser? Tout à fait. Pour éliminer du changement, enfin, là je me dis, il y a certainement d'autres moments où on peut... Tout à fait. On peut l'utiliser dans la formation, dans la pédagogie. Alors par rapport à ça, j'ai justement une personne qui est directrice d'école de l'éducation nationale, qui a fait la formation, qui fait la formation en intelligence émotionnelle et qui s'intéresse beaucoup à l'effet que ça peut avoir sur les enfants. Vous savez que Daniel Goleman, un précurseur américain qui a été un des premiers à découvrir l'intelligence émotionnelle, a commencé ses expériences dans l'école. En France, on a commencé à travailler avec l'intelligence émotionnelle dans les entreprises. Et donc cette directrice du travail d'éducation nationale a commencé il y a quelques semaines, quelques mois, des expériences pour accompagner les enfants d'une manière émotionnelle, c'est-à-dire en prenant en compte leurs émotions. Et j'ai pas encore de retour formel, mais elle est revenue ravie. Elle est revenue contente parce que les enfants réagissent très bien à ça. Et ce que je pourrais rajouter par rapport à ça, c'est que plus nous avons subi, c'est un peu péjoratif, mais plus nous avons subi notre éducation, avec ce qu'elle a de bien et ce qu'elle a de moins bien, évidemment, et plus nous perdons cette spontanéité, plus nous perdons cette intelligence émotionnelle que nous avons. Et travailler à développer l'intelligence émotionnelle des enfants, au-delà des meilleurs résultats qu'ils peuvent avoir, c'est aussi leur donner accès beaucoup plus rapidement que nous, adultes, à une liberté d'être, à une spontanéité qu'ils ont en partie, mais qu'ils commencent à perdre après la maternelle, quoi, donc très vite. Et donc oui, tout à fait, dans la formation on peut utiliser et c'est recommandé de le faire. En d'autres termes, ne pas lier les émotions.
En d'autres termes, on ne va jamais éliminer nos émotions parce que, comme on le sait, c'est des informations, c'est des données, c'est des informations qui sont apparues bien avant notre culture. Puisque vous savez que les émotions sont apparues avec les mammifères. Vous savez qu'on a un cerveau à 3 étages, on fait référence à Paul MacLean, avec un étage reptilien, un étage mammalien et un étage cortex, néocortex humain. Et les émotions sont apparues dans le cerveau mammalien. Donc c'est bien avant notre culture occidentale. Juste pour l'avoir un peu utilisé, ça marche bien sur la peur, sur la colère, il y a des émotions qui sont plus difficiles à identifier, enfin à situer dans le corps. La peur, c'est assez classique, la colère aussi. Mais il y a un cas où c'est l'apathie, où la personne ne réagit plus. Et là, trouver l'endroit au niveau du corps où ça se situe, c'est assez difficile. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont plus difficiles à travailler que d'autres? Alors là, je suis embêté parce que alors, par rapport à l'apathie, moi, d'une certaine manière, la dépression, c'est une manière d'être apathique. Hein. C'est de ne plus être sensible, de perdre cette spontanéité, de perdre le goût aux choses. Je peux en parler par la dépression, parce que j'ai une expérience concrète, hein, que les personnes que j'ai accompagnées dont je vous parlais. À part ça, l'apathie, je pense que si on fait une similitude, hein, l'apathie peut être aussi abordée. C'est-à-dire que si on aborde l'émotion à partir de son ressenti, la question de l'apathie, ou de la colère, ou de la tristesse devient secondaire, puisqu'on n'a plus besoin de la nommer à ce niveau-là. On a juste besoin de l'identifier au niveau des sensations. Donc oui, c'est possible, bien sûr, d'aborder l'apathie et d'avoir des résultats. Quand vous avez, par exemple, vous êtes submergé par les émotions, parce qu'il y a le côté où on prend et qui passe ses émotions, mais quand on est vraiment submergé par ces émotions, qu'elles deviennent paralysantes. Comment vous arrivez à utiliser l'intelligence émotionnelle pour justement travailler dans l'autre sens, qui est d'arriver à canaliser un excès d'émotion? Alors, je vais prendre chose par chose, un excès d'émotion. Alors, quand vous avez dit excès d'émotion, vous vous êtes servi de votre capacité d'interprétation. Parce que l'émotion, c'est l'émotion. Je ne sais pas ce que c'est qu'un excès d'émotion si je me place au niveau de mon intelligence émotionnelle. C'est une émotion, avec un certain nombre de sensations qui la caractérisent. Elle peut être légère, elle peut être forte, elle peut être très forte, et en tout cas, c'est une émotion. De la même façon que la colère, ça peut être de la rage, ça peut être de la haine, selon l'intensité, ça reste une émotion et elle s'ancre toujours de la même manière dans le corps. Et comment, la question c'était Canaliser. comment la canaliser? Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de la canaliser. Il n'y a pas besoin. Émotion. Je reprends l'étymologie. Motion, mouvement, et c'est ex. Un mouvement vers l'extérieur. C'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une information de l'intérieur vers l'extérieur. Je n'ai pas besoin de canaliser du moment que j'ai entendu cette information. Du moment que l'émotion a été prise en compte, elle n'a plus de sens, elle n'a plus besoin d'être, d'exister. Elle va se dissoudre toute seule. Oui, parce que vous décorrélez l'émotion, enfin, vous décorrélez l'intellectuel de l'émotionnel, et souvent, ils se combinent. Mais toujours, Bah oui. toujours ils se combinent. Donc, si vous l'appréhendez par le mental, effectivement, vous allez avoir des difficultés à la canaliser. Mais si vous considérez l'émotion comme une information utile,
vous n'avez pas besoin de la canaliser. Elle est intelligente, cette émotion. Elle n'est pas là pour nous gêner, pour nous embêter. Qu'est-ce qui nous gêne dans une émotion? Ce qui nous gêne, c'est notre système de croyance. Notre système de croyance qui nous dit « Ah, il ne faut pas laisser l'émotion s'exprimer. On va la cacher, on va la refouler, on va utiliser tous les termes qu'on veut, mais on ne va pas la prendre en compte. » Si vous avez un enfant qui... On ne va pas savoir la gérer. Non. Parce qu'on n'a pas savoir la gérer. Non, parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on est éduqué pour ne pas le faire, pour ne pas Voilà. s'exprimer, parce que l'éducation, Voilà. Parce que c'est la peur aussi. Voilà, exactement. La culture, C'est la culture. C'est la culture. On a peur de ne pas savoir la gérer. Par définition, pourquoi on a peur d'une émotion? On a peur d'une émotion parce que on ne sait pas la contrôler avec le mental. C'est très difficile de la contrôler avec le mental, justement, parce qu'on veut la canaliser. Mais si on considère l'émotion comme étant intelligente, si je considère une personne en face de moi intelligente, si j'ai mon client par exemple, et je le considère comme intelligent, aussi intelligent que moi, je n'ai pas besoin de le canaliser. Il va le faire tout seul. Et bien c'est pareil. Si on a du mal à gérer nos émotions, c'est parce qu'on veut les canaliser. Mais si l'émotion, je sais que c'est pas évident à comprendre, pour ça que je parle de deux logiques, et que c'est important de ne pas rejeter la logique cognitive non plus, parce que celle-là est utile. Mais on a deux intelligences, et selon la situation, quand vous faites un problème de maths par exemple, vous allez surtout utiliser votre intelligence cognitive, c'est normal. Mais quand vous avez une difficulté relationnelle avec une personne, ou si vous êtes bloqué dans une situation où vous ne pouvez pas progresser, là, vous allez faire appel à votre intelligence émotionnelle. Donc les deux cohabitent, les deux, comme vous dites d'ailleurs, les deux fonctionnent bien ensemble. Mais encore faut-il les percevoir toutes les deux et les développer toutes les deux. Et utiliser l'une ou l'autre en fonction de la situation. Ce que nous ne savons pas souvent faire, malheureusement. C'est qu'on n'a pas appris à développer cette intelligence émotionnelle. Alors, il y a des gens qui l'ont plus ou moins naturellement par les expériences, mais on ne l'a pas développé de manière systématique comme on développe l'intelligence cognitive à l'école. C'est pour ça que ces directrices d'école s'intéressent à l'intelligence émotionnelle, parce qu'elles s'aperçoivent que certains blocages que peuvent avoir les enfants disparaissent quand leurs émotions sont entendues, prises en compte par l'enseignant. Pas besoin de canaliser. C'est ça qui est génial en même temps, c'est simple, ça devient plus simple. Donc, si on n'y arrive pas bien, si on n'arrive pas à se débrouiller correctement, c'est qu'on ne sait pas combiner l'intelligence cognitive et l'intelligence émotionnelle. On peut le dire comme ça. Merci. C'est bien aidé. J'essaie d'utiliser les mots seuls parce que je pense que ça servira tout le monde. Alors justement, on dit que les femmes ont plus d'intelligence émotionnelle que les hommes. Je pense qu'on a tous cette intelligence émotionnelle. Après, c'est l'expérience va nous aider à la développer ou pas. Les problèmes qu'on rencontre, s'ils sont plus ou moins complexes, vont nous aider à résoudre des problèmes émotionnels. Ça dépend. Je pense qu'on dit ça des femmes parce que nous, on fait voir peut-être plus nos sentiments et nos émotions. Voilà, c'est tout. Disons que dans notre culture, c'est mieux vu, c'est plus autorisé. Alors, il y a une personne qui a levé la main. On peut passer. Oui, on peut passer le micro. Quel lien on peut faire avec l'intuition? Alors, on avait posé la question tout à l'heure par rapport à l'intuition aussi. Est-ce qu'il y a une question d'humilité dans tout ça? Est-ce qu'il y a une question d'humilité? D'humilité? Alors, je reviens à vous, mais je vais répondre juste à la question parce que c'est la deuxième fois qu'on me la pose et je n'ai pas répondu la première fois. Quel rapport il y a entre l'intuition et l'émotion? Et ça me fait penser à ce que disait Nietzsche. Il disait que ses intuitions, il les avait quand il se promenait dans la nature. Alors qu'est-ce qui se passait dans la nature qui faisait qu'il avait des intuitions? On dit aussi que des fois c'est sous la douche qu'on a les meilleures idées. C'est dans des situations où on est
relativement détendu. Il est évident que nos émotions peuvent être un barrage ou au contraire une aide à utiliser notre intuition, selon qu'elles sont agréables ou désagréables. Et donc, l'intelligence émotionnelle est plutôt un facteur favorisant, nous autorisant à utiliser notre intuition. L'intuition, c'est une manifestation de l'écoute de l'émotion, de l'intelligence émotionnelle qu'on a dans une situation de vie. Alors, on risque de sortir du sujet, mais c'est pas tout à fait l'intelligence émotionnelle. Mais je vois des liens entre les deux, effectivement. L'un est plutôt va aider l'intuition à se manifester, parce qu'on a tous l'intuition. Mais de la même façon que l'intelligence émotionnelle, on va s'autoriser ou pas à prendre en compte cette intuition. Si on est effectivement très cognitif, je connais des personnes qui sont très cognitives, qui n'utilisent que cette forme d'intelligence, ils vont utiliser leur intuition, mais d'une manière plutôt inconsciente, sans s'en rendre compte. Mais ils ne vont pas la solliciter quand ils en ont besoin forcément. Alors la deuxième question, c'était Je parlais d'humilité. Parce que pour que l'émotion s'exprime, il faut quand même aussi. Alors, oui, effectivement, on peut penser à l'humilité. Mais en même temps, c'est quelque chose qui me gêne. Parce qu'il faut lâcher quand même. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai, ça demande de l'humilité d'exprimer ses émotions parce que il faut se sentir en sécurité. Oui. Hein. Parce que on peut prendre un risque quand on exprime une émotion. Mais on peut prendre un risque aussi quand on n'exprime pas une émotion. C'est important de le voir. Dans les deux sens, on peut prendre un risque. Dans l'un, on va prendre un risque de se découvrir, de montrer une certaine vulnérabilité. Et dans l'autre, on va prendre un risque sûr de ne pas prendre en compte notre émotion, à moins de la prendre en compte sans l'exprimer. D'accord ? On peut arriver, si par exemple on trouve une situation professionnelle où on est en réunion de travail et qu'il y a une émotion forte qui monte, il n'est pas nécessaire d'exprimer systématiquement cette émotion. Si je suis en colère par rapport à un collaborateur par exemple, il n'est bien sûr pas nécessaire de l'exprimer. Mais par contre, il est important d'en prendre conscience et de la prendre en compte. Alors, oui, l'humilité, mais en même temps, l'humilité, c'est un jugement de valeur. Une personne qui ne peut pas exprimer ses émotions ne manque pas forcément d'humilité. Elle est plutôt en insécurité. Je parle pour soi-même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut l'exprimer, cette émotion, si on a en soi une part d'humilité, on est moins dans la peur, on accepte cette faiblesse. La faiblesse, si l'émotion c'est une faiblesse. Enfin, on y arrive. Parce qu'on n'a pas abordé ça. Et pourtant, c'est dans l'esprit de chacun. Éprouver des émotions, c'est une faiblesse. Intéressant. Donc s'il y a l'humilité derrière ça, dans ce moment-là, on a fait le jugement par rapport à ça. Alors, on accepte. Si effectivement on considère que l'émotion c'est une faiblesse, alors on a besoin d'humilité pour exprimer l'émotion. Notre culture nous impose cette étiquette. Mais comme vous le savez, exprimer nos émotions nous libère d'une charge, d'un poids. Et ne pas les exprimer, c'est pas une force. Ça peut être
même considéré comme une faiblesse. Si on est dans le mental à interpréter, à porter des jugements. Donc, c'est ni une force, ni une faiblesse, l'émotion, on sait, elle est là. Ce qui est important, c'est de l'utiliser. Et donc, je vais l'utiliser en l'exprimant ou sans l'exprimer, mais en tout cas, en la prenant en compte. Et en prenant en compte son intelligence. Du moment que j'ai considéré mon intelligence, mon émotion, alors ça fonctionne, ça suffit. C'est-à-dire que moi, je pense que, peut-être que je vais parler de moi, en fait, c'est par l'humilité que je peux exprimer, ça va me donner un moyen de le faire. Mais je comprends ce que vous dites, effectivement. Quand on est dans cette posture où on peut avoir peur d'être considéré comme faible, alors ça demande effectivement de l'humilité pour exprimer ses sentiments. Mais ça demande aussi beaucoup de sécurité. Parce que quand on parle d'humilité lors d'une expression d'émotion, on peut aussi porter un jugement sur la personne qui ne peut pas exprimer ses émotions. Et on peut la considérer comme orgueilleuse, ce qui n'est pas le cas. D'accord? Donc c'est juste pour replacer les choses comme elles sont. Une personne qui ne peut pas, qui a du mal à exprimer ses émotions, n'est pas orgueilleuse forcément. Au contraire, elle est en insécurité, donc elle a besoin d'écoute, elle a besoin d'être plus que d'être jugée. Je rebondis. Nous, en tant que coach, donc ça signifie que nous aussi, quand on est en coaching avec un client, nous devons aussi exprimer nos ressentis. Alors, c'est la question, en fait, c'est une question. Est-ce que c'est une intelligence? Est-ce que ça peut être utile aussi pour le coaching? Alors, je l'ai fait, j'ai exprimé les émotions, mais si vous l'exprimez à une personne qui peut entendre que exprimer ses émotions, ça n'est pas une faiblesse, alors allez-y. Mais si la personne considère que exprimer ses émotions c'est une faiblesse, alors vous pouvez être discrédité. Et du coup, vous avez besoin de cette confiance avec votre client. Donc c'est important de prendre en compte ce facteur. Et d'exprimer quand c'est pertinent de le faire. Alors dans la deuxième position, l'accompagnement se fait des étapes un peu plus longues en fait alors. C'est un peu plus long à décanter. Par rapport à quoi? Le fait que la personne doit accepter les émotions. Alors oui, selon la personne, elle va accepter plus ou moins rapidement de prendre en compte ses émotions. Ça demande un minimum de temps. Ça demande effectivement un minimum de temps, surtout quand cette personne est toute seule. Quand elle est avec vous et que vous l'accompagnez, ça va énormément accélérer les choses. Parce que dans la mesure où il y a une relation de confiance avec votre client, elle va s'appuyer sur vous. Donc, et là, vous pouvez l'aider à intégrer ce processus émotionnel assez rapidement. Et si vous êtes face à une personne qui est tout simplement pudique? Qui est comment? Qui est pudique. Une personne qui est pudique. Et qui interprète le fait que vous vouliez faire parler ses émotions comme une violence, comme une agression. D'abord, ce qui est important de dire, c'est que je ne cherche pas à faire exprimer les émotions de mon client. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir de projet sur mon client. Par contre, je vais l'accompagner pour qu'il réalise son projet à lui. Et donc, je vais en parler avec lui. Et vous parlez de pudeur. Si cette pudeur l'empêche de réaliser son projet, alors je vais lui en parler. Je vais lui dire, voilà, je pense que effectivement, c'est important d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à telle ou telle situation. Exprimer ce qu'elle ressent ou l'aider à prendre en considération ce qu'elle ressent sans l'exprimer. Les deux. Les deux. Ça peut être l'aider à prendre en considération aussi. Et si elle n'exprime pas, c'est comme un échec pour elle. Non, c'est pas forcément un blocage. Comme je disais tout à l'heure, elle peut la prendre en compte sans l'exprimer. Elle n'est pas obligée d'exprimer. Donc elle peut être pudique, comme vous dites, mais sans se tromper sur le sens de la pudeur. C'est-à-dire que ça ne l'empêche pas de prendre en compte son émotion. Mais disons qu'en l'exprimant, ça facilite les choses, ça permet de valider, de voir
peut effectivement la prise en compte. Je Mais pense si elle maîtrise ce processus émotionnel, elle n'a pas besoin de l'exprimer. D'accord, mais s'il n'y a pas d'expression d'émotion, il n'y a aucun moyen pour vous de savoir qu'elle l'a effectivement pris en considération. C'est possible aussi, parce que entre mettre des mots sur une émotion et puis exprimer avec son corps une émotion, je peux aussi regarder, observer cette personne et voir qu'elle a des émotions. Mais est-ce qu'elle les prend en compte ou pas? Est-ce que ces émotions sont conscientes pour elle ou pas? Si elles ne sont pas conscientes, elles ne remplissent pas leur fonction, elles vont se revenir. Par contre, si elle est conscientisée, alors oui, elle remplit sa fonction. Ça va? Répondu. Je pense, pour faire référence à mon expérience de coach, dans des situations justement avec un coaché, on peut constater que les émotions peuvent s'exprimer par la parole, et c'est, je dirais, là tout l'enjeu d'une situation de coaching habituellement. Et puis, ces émotions, elles s'expriment également, comme vous le dites, par le corps, par quelque chose qui se passe à l'intérieur, mais qui quand même se traduit, s'illustre plus ou moins, de façon plus ou moins forte, par le corps. Et enfin, pour l'avoir constaté plusieurs fois, souvent le passage c'est l'émotion, le ressenti de cette émotion, et ensuite quelque chose qui passe par la parole, mais après seulement. Tout à fait. Je souhaite m'appuyer sur le livre de Carl Rogers qui s'appelle Le développement de la personne, où il explique la position de l'accompagnateur, où il illustre très bien que si l'accompagnateur est déjà lui-même conscient de ce qui se passe chez lui, au niveau de ses émotions, sans spécialement les exprimer à la personne accompagnée, la personne qui est en face de lui, l'accompagné, va ressentir que son accompagnateur est serein par rapport à ses propres émotions, et il explique que ça peut faciliter justement la personne accompagnée à ou les exprimer ou à se sentir en phase ou à mieux accepter les siennes propres. Donc ça rejoint ce que disait Odile, c'est qu'effectivement il y a des choses, des signes qui vont passer, on va dire, assez inaperçus, et qui sont perceptibles, une relation assez imperceptible entre l'accompagnateur et l'accompagné. Tout à fait, tout à fait. Il y a une communication infraverbale ou extraverbale. Et comme on sait, la communication, c'est, je crois, 30%, quelque chose comme ça, de verbal, et 70% de non-verbal. Donc, on peut bien comprendre l'autre sans qu'il s'exprime verbalement. Où est la limite entre, justement, pour un coach, où se situe la limite entre un thérapeute et un coach? Parce que si j'aborde dans un travail de coaching cette sensibilité à ce moment qui risque de provoquer, je ne sais pas si le mot est juste, une décompensation chez certains coachés qui n'ont pas l'habitude justement d'être en relation avec leurs émotions et qui brutalement vont être confrontés comme ça à des états intérieurs nouveaux, brutaux, bouleversants. Est-ce qu'on est formés, nous les coachs, pour arriver à apprendre déjà ce phénomène qui risque d'être assez surprenant pour le coach? Et jusqu'où avons-nous la possibilité, déontologiquement parlant, de droit d'accompagner dans ce domaine? Voilà. D'un point de vue de la déontologie du coach. Ok, oui, tout à fait. Je trouve que c'est important de parler de cette question parce que il y a beaucoup de personnes qui doivent y penser. La déontologie du coach et au-delà de la déontologie, la sécurité du client. Excusez-moi, la décompensation, c'est un phénomène réel qui, justement, si on est face à une décompensation, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler de ses sentiments, si vous êtes un très bon coach et que vous l'amenez très sensiblement à le faire, il peut être parfaitement débordé par cette situation-là. Et qu'est-ce qu'on fait alors dans ces cas-là? Et est-ce qu'il y a
Alors justement, cette question est importante. Ça va rejoindre la réponse que j'ai donnée à madame. Dans la mesure où vous ne forcez pas votre client à exprimer ses émotions, il y a peu de chances qu'il vive une décompensation. Pourquoi? Parce que il y a un équilibre intérieur qui est respecté. Si je fais pression en tant que coach, ce qui n'est pas le rôle d'un coach, on est d'accord qu'un coach ne va jamais faire pression sur son client pour faire quoi que ce soit, il est simplement là pour poser des questions, pour accompagner son client et jamais le devancer. Et la compensation, ça signifie que le coach a devancé le besoin de son client. Et si on fait confiance à son client, si on considère qu'il est autonome et qu'il va trouver lui-même la réponse, on respecte son équilibre, son homéostasie, l'homéostasie systémique, on respecte son homéostasie et a priori il n'y a aucune raison qu'il y ait une compensation. Maintenant, en supposant que ça arrive, l'important c'est effectivement de rester présent à la personne qui les compense. C'est d'être là, c'est de s'occuper d'elle, c'est de faire en sorte qu'elle soit prise en charge. Mais personnellement, ça n'arrive pas si vous respectez justement les limites de votre client. Si vous voulez bien, nous allons prendre une dernière question. Je vois que le buffet se prépare, que nous avons prévu de nous arrêter autour de 21h. Tout à l'heure, vous avez parlé de deux intelligences et vous avez cité notre intelligence multiple. Est-ce que vous pourriez en dire un mot? Alors, il y a un chercheur américain qui fait Harvard, qui s'appelle Howard Gardner, qui, a répondu à une demande, je crois, du gouvernement danois pour identifier les différentes formes d'intelligence qu'un individu peut avoir. Et il a travaillé pendant 1 an, 2 ans sur ce projet, et il en est arrivé à identifier cette forme d'intelligence. Bien sûr, dans ces différentes formes d'intelligence, il y a l'intelligence émotionnelle. Après, on va identifier l'intelligence émotionnelle à partir du concept d'intelligence émotionnelle, et l'espace de cette intelligence émotionnelle va être variable, bien entendu, puisque chaque personne qui fait de l'intelligence émotionnelle a une réalité derrière ce concept qui va être différente, va aborder l'intelligence émotionnelle d'une manière différente. Donc il y a un croisement entre l'intelligence multiple et l'intelligence émotionnelle, bien sûr. Et donc cette intelligence émotionnelle a aujourd'hui 7, voire 8 formes d'intelligence qui ont été aussi identifiées dans le cerveau. C'est ça qui la caractérise, qui fait qu'on s'appuie sur quelque chose qui existe, qui est matériel, qui est le cerveau. Et chacune de ces formes d'intelligence peut être développée. Chacune de ces intelligences est importante. L'intelligence kinesthésique, par exemple, qui est une des formes d'intelligence multiple, les grands champions sportifs ont cette intelligence kinesthésique. Donc, sont capables très vite de comprendre corporellement un geste, une attitude. Et c'est pour ça qu'ils apprennent très très vite avec le corps et qu'ils arrivent à faire des exploits dans l'athlétisme, dans le foot, dans n'importe quel sport. Et bien c'est la même chose. C'est une autre forme d'intelligence qui n'a jamais été considérée comme une intelligence, mais qui n'en est pas moins et qui se situe dans le cerveau. Nous te remercions, Gilles. Une question encore, une dernière question. Il avait levé la main. Oui, si on peut lui passer le micro. Oui. Merci. Alors je voulais juste savoir si, en résumé, il fallait ne pas essayer de maîtriser ses émotions et juste les laisser passer. C'est pas exactement ça, c'est que il ne faut pas essayer de les contrôler. Et par contre,
en prendre conscience, être attentif. Comme je disais tout à l'heure, hier et aujourd'hui, j'ai accompagné des managers et je les ai entraînés à développer leur attention, développer cette capacité d'attention qu'on a de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et du coup, au fur et à mesure que vous êtes attentif à ce qui se passe à l'intérieur, vous allez aiguiser et vous allez construire des systèmes neuronaux qui vous permettront d'aller plus loin et d'être plus attentif et toujours plus attentif. De la même façon qu'un sportif développe des muscles, vous développez de l'attention. Mais au niveau du cerveau, il y a effectivement des neurones qui vont se fabriquer sur lesquels vous allez vous appuyer pour développer cette attention. Et on peut développer son attention indéfiniment, sauf peut-être à 90 ans, je ne sais pas, mais en tout cas on peut la développer très tard. Donc il suffit de développer cette attention, et du coup en ayant l'habitude d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur, et ben, ça devient de plus en plus facile. C'est pour ça qu'on parle de training, d'entraînement. Et en fait, c'est quelle est la différence entre être attentif à ses émotions et finalement le fait de vouloir les contrôler, de les maîtriser? C'est une question importante aussi. Pourquoi c'est une question importante? Parce que, encore une fois, je suis obligé de revenir sur les deux logiques, la logique cognitive et la logique émotionnelle. Sur le yin et le yang, sur le masculin, féminin. Appréhender nos émotions, ça nous demande une capacité réceptive, plus qu'une capacité émissive. On valorise beaucoup, en Occident, on valorise beaucoup la capacité d'aller vers cette capacité virile, masculine, on va dire plutôt. Masculine de fabriquer, de construire, de bâtir, d'entreprendre, etc. Tout ça, c'est très valorisant en Occident. Mais en même temps, malheureusement, on ignore cette capacité réceptive qu'on a. Et accompagner nos émotions demande beaucoup de capacité réceptive. Et de ne pas intervenir sur les émotions, mais plutôt de les recevoir, de les accueillir, de en prendre conscience. La conscience, c'est plus un acte de réceptif qu'un acte émissif. Oui, mais pourquoi on n'arrive pas à recevoir? Parce qu'après, vous allez quand même finalement les réutiliser, les réexploiter, ces émotions. Vous ne pensez pas simplement de recevoir, et voilà. Et après, vous les exploitez, et du coup, ça enrichit. Alors, pour moi, ça enrichit l'intelligence cognitive, et ça se complète, et ça se densifie. Okay, je réponds assez rapidement, juste pour... ce qui est important, c'est de savoir qu'on a deux formes d'intelligence. Une intelligence émissive, une intelligence réceptive. Une capacité à recevoir. De voir aussi que notre intelligence émotionnelle, est autonome. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des choses en plus. Il suffit simplement de l'accueillir, de la réceptionner et de la laisser agir d'une certaine façon. Donc on n'a pas besoin d'exploiter ça. Exploiter, c'est plus un terme voilà, où je vais fabriquer, je vais faire quelque chose avec. On a simplement besoin d'être réceptif à cette de la laisser s'exprimer. Voilà. Alors, le terme que vous avez demandé, c'est peut-être plutôt de la combiner avec l'intelligence cognitive, qui fait que du coup, ça permet d'avoir une intelligence globale qui est... Tout à fait, oui, là je suis d'accord, oui, effectivement. Ça me paraît plus juste de dire que ça se passe. Alors, comme nous entendons le bruit des bouchons, oui. Je vais écouter ma... Je propose à Thierry de clôturer cette conférence. Je vais clôturer cette conférence. On a bien compris que le coach ce soir s'est enrichi, comme le manager, de quelque chose de différent d'autre, l'intelligence émotionnelle. Il y avait la communication, il y avait la process com, il y avait d'autres
d'autres éléments. Aujourd'hui, ce soir, on a appris quelque chose d'autre, on s'est enrichi de cette pratique. Je vous remercie. On va se retrouver, poursuivre peut-être pour certains ou certaines les questions avec le conférencier. Je vous remercie au nom du Cercle national du budget. Merci de votre venue. Merci, bonsoir.